C'est bientôt en fait. La prochaine exposition, c'est fin novembre autour de Carl-Jean Longuet. Alors Carl-Jean Longuet, c'est un sculpteur. Le titre, c'est Dessiner et sculpter. Donc en fait, ça sera à la fois des dessins et des sculptures. Les dessins sont presque pour la plupart inédits. Et puis les sculptures, c'est les sculptures du Musée des Beaux-Arts. Vont être confrontées ces deux techniques et on va montrer comment cet artiste est vraiment un artiste qui passe de la figuration à l'abstraction avec vraiment une partie très intéressante, je pense, qui devrait séduire le public autour de construction, sculpture, sculpte-architecture. Et puis aussi, je rajoute qu'il y aura quelque chose fait spécialement pour les familles et les enfants, un mur des enfants, où on va les faire participer à cette présentation assez inédite de sculpture et de dessin. Et puis l'année prochaine, parce qu'on ne s'arrête pas, 2023, le musée prenne de la couleur. Donc c'est notre thématique. Et pour ça, on va vous présenter une superbe exposition au musée Le Vergeur sur des dons qui viennent d'être faits par la famille Marc autour du vitrail de Jacques Simon, autour de ses dessins et ses peintures. Vraiment une immersion dans la couleur, dans une salle où il y a des vitraux de Jacques Simon. Donc ce sera une superbe exposition à aller voir absolument. Mon œuvre préférée dans la collection du Musée des Beaux-Arts, c'est une question difficile. C'est un peu comme pour les enfants. On veut dire qu'il n'y a pas de préféré. Et pour tout vous dire, je pense que une de mes œuvres préférées, c'est lié aussi à ma première rencontre avec une œuvre un peu inédite, même si aujourd'hui elle est connue. Il s'agit de dessins de Paul Gauguin et surtout de ses infographies. Et puis ensuite, j'en ai aussi une deuxième parce qu'il n'y en a pas qu'une. C'est une œuvre peut-être moins connue, qui est une aquarelle de Guéron de Cévola. C'est pour ça que je me suis mise à côté de cette œuvre. Ce qui me plaît beaucoup dans les œuvres, c'est d'abord la couleur. Alors, évidemment, il y aurait d'autres artistes comme Matisse. Et en fait, vous le voyez, j'ai choisi des œuvres graphiques puisque je m'occupe de dessins et des estampes au sein des collections. Notre première mission, c'est de conserver les œuvres. Donc pour choisir les œuvres à restaurer, en fait, il y a des degrés d'urgence. Souvent, c'est lié à ce qui est vraiment très important parce que c'est en train de dépérir, soit parce qu'il y a des moisissures, soit parce qu'il y a des grosses déchirures, qu'il y a des risques aussi pour les conserver. Donc là, tout de suite, on fait appel à des restaurateurs. Mais au-delà de ça, la restauration, je dirais qu'elle s'impose aussi lorsqu'on va faire des expositions. C'est aussi l'occasion de faire un état des lieux. Et évidemment, on a des programmes de restauration. On est obligé d'anticiper sur plusieurs années. Et actuellement, vous imaginez, on a des grandes campagnes de restauration, puisque je vous le rappelle, le musée des Beaux-Arts actuellement de Reims est fermé. Il va réouvrir normalement à l'horizon de 2025. Et pour cela, on fait des tas de campagnes de restauration, de sculptures, d'art graphique, de peinture, de cadres. Donc on a comme ça des étapes importantes que l'on prévisionne sur plusieurs années. Les œuvres qui rentrent dans les collections d'un musée de France, en fait, il y a plusieurs entrées possibles, si je puis dire. Il y a le don, c'est un don manuel. Je décide de donner au musée cette peinture qui m'appartient, soit sous forme de donation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va donner, mais ça va passer par un acte qui est généralement un acte notarié. Ensuite, il y a la notion de legs aussi, une autre libéralité. Le legs, c'est quelque chose qui a lieu après le décès. Et puis aussi une autre façon, c'est l'achat évidemment. Donc là, on achète auprès d'un marchand, auprès d'un particulier. Et aussi la dernière chose qu'on pourrait considérer comme un type d'acquisition, c'est la notion de dépôt, puisque entre musées, on peut faire des dépôts d'œuvres et finalement ça rentre dans les collections. Donc qui choisit? En fait, déjà c'est un choix de l'équipe. Parfois il y a des opportunités, des gens viennent à nous, mais souvent on décide ensemble et puis surtout on doit présenter l'œuvre qui va rentrer dans les collections à une commission, qui est une commission régionale d'acquisition pour les musées, où là on attend des avis des experts, d'autres collègues, soit de la centrale, on va dire en général des grands départements, et puis également d'autres institutions qui vont pouvoir nous aider, ou conforter notre choix. D'ailleurs, au musée des Beaux-Arts, pour mémoire, on a eu récemment, ces dernières années, un don de Benoît et Charlotte Marc, qui est un important don
de vitraux, de peintures de leurs parents et de leurs grands-parents. On a la donation Fujita, très importante donation faite par les héritiers de Kimio Fujita. En legs, on vient de recevoir le legs de Michel Laclotte, qui est un directeur du musée du Louvre qui nous a fait don, par exemple, d'un Dufy, d'un Raoul Dufy. Ça, c'est intéressant. Et puis en achat, je citerai dernièrement des œuvres de Suémar qui viennent de rentrer dans nos collections. La notion de faux et de faussaire, effectivement, on ne peut pas la nier. Il y a des faux qui existent. Dans les collections du musée des Beaux-Arts, on pourrait par exemple citer des dessins d'Odilon Roche, qui est un artiste qui est reconnu comme un des faussaires de Rodin. Donc là, ce sont des dessins qui sont par ailleurs de très bonne qualité. Donc là, on peut dire que c'est un faux, mais il n'y a pas tant de faux que cela. Et en tout cas, on peut dire qu'il y a des faux à partir du moment où l'artiste qui a copié a mis la signature qui n'est pas la sienne, mais celle de celui qui l'a voulu copier. Après, sinon, il y a d'autres types qui ne sont pas des faux, et c'est là qu'il faut faire la différence entre les copies, parce qu'on peut avoir des copies d'un artiste, mais qui a été copié du vivant de l'artiste, et auquel cas, parfois, ce sont des artistes eux-mêmes. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, on a pas mal de copies 17e qui font référence à des artistes plus connus, mais ceci dit, la copie est tout à fait intéressante. La question de la légalité dans le cas des acquisitions des œuvres dans les musées de France est importante, puisque effectivement, à chaque fois que nous portons acquéreur d'une œuvre, il faut aller vérifier d'où provient cette œuvre. En fait, on doit identifier tout le parcours de cette œuvre jusqu'à l'arrivée à la personne à qui on va l'acheter, qui nous l'a donnée. Et cette question de légalité, en fait, on est aidé par des bases nationales qui sont liées soit à Interpol, soit aux bases de biens spoliés, puisque vous savez aujourd'hui, effectivement, cette question de la traçabilité aussi pour les œuvres d'art, c'est important, parce qu'il n'est pas question d'acheter une œuvre ou de se porter acquéreur d'une œuvre, d'un bien qui a pu être volé ou spolié au moment de la guerre. Nous sommes dans une de ces réserves, puisqu'en fait les réserves externalisées sont organisées en plusieurs cellules. En fait, il y a 15 grandes pièces qui sont toutes dédiées à une technique en particulier, pour faire simple, c'est-à-dire il y a les sculptures, il y a la peinture, les arts graphiques, là nous sommes dans la réserve art graphique, il y a la réserve des arts du feu, pour les céramiques, les verreries. Elles sont organisées pour l'ensemble des musées, donc on parle de réserves externalisées, mutualisées. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de ces réserves, à l'intérieur de ces cellules, il y a des dessins, par exemple, du musée des Beaux-Arts, mais il pourrait y avoir des dessins des musées historiques. Pour la sculpture, c'est pareil, enfin pour toutes les techniques. Et après, en fait, chacun gère ses collections à l'intérieur de ces réserves. Le principal élément pour l'ensemble de ces réserves, c'est d'assurer la sécurité et la bonne condition de conservation, vous en doutez. On est sur 3000 m² et il y a dans cette réserve des agents pour la faire fonctionner, à la fois pour la sécurité, mais également pour la manipulation. Et en fait, on accueille dans ces réserves non seulement les collègues, mais également d'autres personnes de l'extérieur, notamment les transporteurs, puisque vous vous en doutez, ce lieu est aussi un lieu de vie, à la fois pour bouger les œuvres qui iront dans d'autres expositions en France ou à l'étranger. Et également, on peut y avoir des restaurateurs, puisque dans ces réserves, il y a 2 ateliers de restauration, un atelier consacré aux arts graphiques et un atelier pour la peinture ou la sculpture. Cette question, elle est amusante parce que finalement, la question des monochromes dans les salles d'attente, je ne sais pas, à la limite, ça serait peut-être intéressant de mettre des monochromes artistiques à l'hôpital, par exemple, et on verrait qu'effectivement, ça peut faire du bien. Les monochromes, on n'en a pas vraiment au sein des collections, bien que on peut identifier quand même un vitrail d'Aurélie Nemours, donc qui est un vitrail absolument magnifique, tout rouge. Qui a été fait en fait pour une église, l'église de Salagon. Et en fait, on voit que le monochrome, c'est source de méditation,
Il y a beaucoup de travail malgré tout, même si c'est sur une seule couleur, de variation. Alors ça c'est le cas par exemple avec le vitrail d'Aurélie Nemours. On pourrait aussi citer des tableaux de Brigitte Simon, donc cette artiste qui a travaillé avec Charles Marc de la famille des Simon, les maîtres verriers, qui va faire des grands tableaux tout blancs. Ça c'est assez fascinant, ce sont des paysages qu'on imagine bien. Beaucoup donc de proximité, d'intimité, de relaxation, de méditation. Donc je pense que le monochrome dans la salle d'attente, c'est peut-être une image que l'on a, mais venez dans les musées et venez voir le bien que ça fait donc autour d'Aurélie Nemours, Brigitte Simon et d'autres. On n'en a pas énormément, mais ceux-là, vous y arrêterez forcément.